Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr consacré cette fois-ci au marché obligataire et aux opportunités que pourrait offrir le marché obligataire en 2024. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux gérants, Maxime Murat, bonjour Maxime. Bonjour. Et Édouard Faure, bonjour Édouard. Bonjour Henri. Gérant taux et crédit et responsable crédit chez Swiss Life Asset Managers France. Merci d'être avec nous. Le thème aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est les marchés obligataires. On est comme d'habitude ensemble pendant environ 35, 40, 45 minutes. On comptera pas le temps qu'on passera ensemble pour évoquer ce sujet qui est vraiment très très intéressant et qui est vraiment d'actualité. Comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant de nous suivre. Vous avez eu l'occasion de poser une question lors de votre inscription à ce webinaire. On a eu beaucoup d'inscriptions, beaucoup de questions. Nous en avons sélectionné une grosse dizaine. Donc la présentation va être répartie en deux parties. Une partie présentation sur les solutions d'investissement qu'on peut aujourd'hui vous proposer pour diversifier l'allocation financière de vos avoirs. Et puis une deuxième partie questions-réponses où chacun à tour de rôle, on essaiera de répondre le plus correctement possible à vos questions autour de ce sujet. Allez, on débute ensemble cette présentation avec une première slide. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit puisque vous connaissez tous l'OAT 10 ans, l'obligation d'État français sur une maturité de 10 ans. Vous avez peut-être réalisé ou envie de réaliser un crédit immobilier ces dernières années avec des taux d'intérêt qui ont fortement progressé. On n'empruntait pas cher il y a 2 ans, on emprunte beaucoup plus cher aujourd'hui. Donc, c'est ce que représente la courbe que vous avez sous les yeux. On est passé d'un taux il y a 2 ans à 0% sur une maturité de 10 ans à près de 3% aujourd'hui. Ça fait même à peu près un an qu'on est autour de 3% sur l'OAT. Tout ça pour vous dire que c'est un réel changement, après des années de taux nuls, voire négatifs, un réel changement dans le paysage de l'épargne. Donc, automatiquement, ça crée des opportunités d'investissement pour les épargnants, à condition bien sûr de les saisir. Donc, c'est ce que nous avons souhaité aujourd'hui vous présenter. Chez placementdirect.fr, on envisage et on a l'impression qu'il y a réellement 4 opportunités d'investissement aujourd'hui pour votre patrimoine. D'un côté, au sein de l'univers bancaire, il y a les livrets d'épargne et les comptes à terme. Pendant des années, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, ce type de support retrouve de l'intérêt. Et puis, du côté de l'assurance vie et de l'épargne retraite, il y a bien sûr le fameux fonds d'euros qui concentre encore à lui seul autour de 70% de l'encours de l'assurance vie. Et puis, certains fonds obligataires, certaines unités de compte dont nous parlerons beaucoup mieux que moi, évidemment, Édouard et Maxime aujourd'hui. Certaines obligations, certains fonds obligataires, notamment des fonds obligataires à court terme ou des fonds datés, nous y reviendrons. Alors, si je fais un petit focus sur notre offre bancaire, vous savez, chez placementdirect.fr, on est courtier en assurance vie épargne retraite historiquement, mais on a souhaité se diversifier, étoffer notre offre de solutions d'investissement en fin d'année dernière en lançant des super livrets, des comptes à terme. Donc actuellement, on a deux produits. Donc un super livret qui a un taux boosté. Vous savez, c'est souvent comme ça sur les super livrets ou sur les livrets d'épargne. Il y a un taux boosté pendant une période déterminée. Ici, c'est pendant 3 mois. Un taux de 5,25%. Et puis après, on passe à 2,35 après la période de 3 mois ou au-delà de 200 000 euros, puisque ce taux peut s'appliquer jusqu'à 200 000 euros. L'avantage de ce type de solution, c'est que votre épargne est garantie et disponible à tout moment. Donc, pour un investissement de quelques mois, entre deux projets par exemple, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il faut bien avoir en tête que le 5,25%, il est brut de fiscalité et de prélèvements sociaux. Donc, il faut retirer la flat tax de 30% et vous avez à peu près votre taux annualisé autour de 3,7%. C'est à peu près ça qu'il faut retenir. Cette offre chez placementdirect.fr, on l'a encore jusqu'à fin janvier. Donc, je sais que vous avez été très nombreux déjà à souscrire un super livret chez nous. On en est ravis. Mais si vous ne l'avez pas encore fait et que si ça peut vous intéresser, vous avez encore quelques jours pour en profiter. Et puis, si vous avez un petit peu plus de temps devant vous, eh bien, on a également lancé des comptes à terme sur des maturités allant de 1 an à 5 ans. C'est pas une erreur dans le tableau. On a bien des taux qui baissent avec le temps. C'est un petit peu la magie actuelle des taux d'intérêt puisqu'on a des taux court terme qui sont plus élevés que les taux long terme. Et donc, on a des comptes à terme qui permettent quelque part de verrouiller un rendement. Le vrai avantage d'un compte à terme, c'est d'être sûr du rendement qu'on va toucher pendant plusieurs années. Et donc, on a des comptes à terme. Là aussi, c'est brut de 30% de flat tax, qui vont de 3% sur une maturité à 1 an jusqu'à 2,5% sur des maturités un peu plus longues de 5 ans. Donc ça peut être vraiment intéressant sur l'univers bancaire. Maintenant, si on passe sur la partie plus classique que vous connaissez également très bien chez placementdirect.fr, la partie assurance vie, vous avez le fameux fonds en euros. Alors, un fonds en euros, on le voit bien sur cette courbe. Là, c'est le rendement moyen donné par France Assureur depuis plus de 10 ans sur le fonds en euros du marché de l'assurance vie. Vous voyez que le rendement du fonds en euros a baissé jusqu'à 2020-2021 avec un point bas à 1,30%.
net de frais de gestion du contrat, mais brut de prélèvements sociaux, donc 17,2%. Et depuis 2 ans, on commence à remonter. Donc, on a un rendement qui a été donné cette fois-ci par la CPR à 1,91 l'année dernière. Et puis, cette année, on anticipe d'avoir 2,5 de rendement. Alors, c'est une progression, c'est une très, très bonne nouvelle. Par contre, la progression est relativement lente sur le fonds en euros. Pourquoi? Parce que, eh bien, un assureur, son actif général est à peu près composé à 70-80% d'actifs obligataires et un assureur détient les obligations sur 6 ou 7 ans. Donc, le temps qu'il reconstitue un portefeuille compétitif avec de nouvelles obligations rémunératrices, il faut un petit peu de temps. L'assureur, chaque année, va réinvestir 1/6 de son portefeuille à peu près. Donc, il faut un petit peu de temps pour que le rendement remonte. Les assureurs ont des réserves de rendement, donc ça peut aider mouvement de toute façon. Donc, ça, c'est plutôt très bien. Mais donc voilà, il faut s'attendre à peu près, plusieurs analyses du marché anticipent à peu près 2,5 de rendement cette année sur le fonds en euros, c'est ce qu'il faut attendre. Les rendements chez Swiss Life notamment seront connus dans quelques jours, donc nous communiquerons sans faute. Mais en tout cas, la tendance est haussière et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Mais si on veut gagner un petit peu de temps et profiter dès maintenant de la hausse des rendements obligataires, eh bien, on estime chez Placement Direct qu'il y a des supports obligataires qui sont vraiment intéressants. Et c'est le point aujourd'hui qu'on voulait évoquer avec vous, à savoir des fonds en obligation de court terme ou des fonds datés, des fonds à échéance. Donc, c'est 3 fonds qu'on voudrait vous présenter également ensemble aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est la transition parfaite pour que Maxime, je pense, c'est Maxime qui commence, prenne la main sur le fonds court terme. Oui, avec plaisir, merci. C'est vrai qu'on a voulu pousser aujourd'hui les fonds obligataires parce qu'on pense que le contexte actuel fait vraiment du sens pour tout le monde pour se reconcentrer aujourd'hui et jeter un œil sur ces produits-là. Pour bien comprendre l'intérêt des fonds obligataires au global, on vous a mis une slide pour vous présenter sur ce graphique les données de marché et comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc ça vous a pas échappé, on a eu un retour de l'inflation qui avait disparu depuis des années. Pour agir contre cette inflation qui avait découlé notamment de phénomènes comme le Covid ou la guerre en Ukraine, les banquiers centraux qui ont pour mandat de réguler l'inflation pour pas qu'elle explose justement, ont décidé d'augmenter leur taux directeur, donc les taux auxquels notamment les acteurs financiers comme les banques se financent. Et ce qu'on voit ici, en noir, c'est l'un des taux les plus importants pour la Banque Centrale Européenne, c'est le taux de dépôt. C'est le taux auquel les liquidités des banques sont placées. Et on voit qu'il y a eu une dizaine de hausses consécutives, donc ça a été un mouvement assez brutal, qui a amené les taux directeurs d'un territoire négatif, ce qu'on connaissait jusqu'en début 2022, dans un environnement inédit, à 4% aujourd'hui, le taux de dépôt de la BCE. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les marchés financiers ont suivi cette tendance, et c'est d'ailleurs bien le but de la BCE d'augmenter les taux, c'est de jouer aussi sur les marchés financiers. Et on le voit notamment sur un indicateur qui est très important pour les fonds obligataires court terme, qui est l'Ester, ici en rouge sur le graphique, qui est le taux interbancaire, c'est-à-dire le taux auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles pour une journée. C'est un bon indicateur du marché très court terme, puisque c'est un horizon seulement une journée. Et vous voyez qu'il a suivi assez fidèlement le taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est là où son action a été assez efficace sur les marchés financiers, puisque ce taux aujourd'hui de prêt interbancaire est à 3,9%. Et dernier élément qu'on a voulu vous mettre en avant, qui a été important notamment pendant la crise du Covid, c'est la courbe grise, qui représente les liquidités injectées, donc l'argent que met les banquiers centraux et aussi indirectement les pouvoirs politiques dans l'économie. Vous voyez qu'il y a eu une explosion ces dernières années de cet argent injecté dans l'économie. C'est le fameux quoi qu'il en coûte, ou ce qu'on a pu appeler aussi dans les médias l'argent magique. Ces montants sont énormes, mais il faut bien noter qu'actuellement, ils sont en réduction. Conclusion pour ce contexte de marché inédit, c'est qu'on a des taux courts qui sont élevés, des vraies opportunités d'investissement autour de 4% pour des obligations court terme. On a aussi un peu plus de visibilité, puisque ça fait plusieurs réunions que la BCE n'a pas modifié son taux directeur. Donc, on peut dire qu'on a fini aujourd'hui la phase de hausse, ça se stabilise enfin sur les marchés. Et surtout, cette stabilité se fait par rapport à des taux plus longs, qu'a évoqué Henri dans la première partie, qui sont encore en retrait par rapport à ces taux courts. Donc on voit
le 10 ans français qui a été évoqué sur la première slide, qui est autour de 2,80, là où les taux courts sont autour de 4%. Donc, dans les éléments importants que l'on note sur le marché, c'est vraiment cet écart de rendement potentiel entre les obligations à court terme et les obligations à long terme. Ce qui nous amène aujourd'hui à vous proposer notre fonds Swiss Life Bond ESG 6 mois, puisqu'on pense que c'est un bon support pour profiter de cet environnement de marché particulier. Concrètement, vous pourriez vous demander, mais comment fait-on pour investir sur des obligations court terme? On peut le faire déjà via des obligations ou des instruments monétaires, mais essentiellement dans ces produits-là sur des obligations et surtout sur des obligations d'entreprise. C'est important puisque dans le monde obligataire, il y a beaucoup d'obligations d'État émises par les gouvernements eux-mêmes, par les pays, comme la France qu'on a évoqué précédemment. Nous, dans notre offre, on se concentre sur les obligations d'entreprise et on se concentre essentiellement sur la France. C'est ce que vous voyez sur la gauche, sur le graphique de gauche. C'est notre premier pays d'investissement parce que c'est notre marché, c'est là où nous sommes le plus actifs et c'est là où nous finançons les acteurs locaux. On vous a mis des exemples sur la droite de grandes entreprises françaises qui ont des besoins importants en trésorerie, notamment ces sociétés industrielles, mais pas que, puisque là on a ici voulu vous mettre des entreprises, mais vous retrouverez aussi beaucoup d'acteurs financiers, notamment les banques, qui ont des besoins en financement à court terme pour leurs activités qui sont très importants, et donc qui se confrontent au marché financier, aux investisseurs que nous représentons via nos OPCVM pour lever de la dette à très court terme. Je pense que c'est un point vraiment important, c'est que la stratégie de ce produit est assez lisible. Derrière, ce sont vraiment des entreprises connues de tous ou quasiment, qui vont être présentes dans le portefeuille. Cette stratégie, globalement, repose sur 4 points forts qu'on a voulu vous détailler ici. Le premier, c'est la liquidité. Henri a parlé un peu des placements bancaires qui peuvent être complémentaires d'un fonds obligataire court terme. Ici, l'un des points forts, c'est bien sûr la liquidité. Vous pouvez souscrire ou éventuellement racheter des parts du fonds avec effet en J+1 sans frais ni d'entrée ni de sortie. Donc c'est un placement très liquide qui permet de s'ajuster aux conditions de marché ou à vos besoins en liquidité très rapidement. Le second point important, et qui fait qu'on trouve que ça a de l'intérêt aujourd'hui, c'est que c'est un placement peu volatile. On l'a dit, les taux longs sont remontés fortement depuis 2 ans, là où notre fonds a été beaucoup plus défensif par rapport à son exposition au marché obligataire. Concrètement, en chiffres, la volatilité de notre fonds est inférieure à 0,3%. C'est pour ça qu'il est particulièrement adapté comme placement de trésorerie ou placement d'attente pour un horizon de quelques mois. C'est d'ailleurs l'un de ses points forts aussi, c'est que nous préconisons un horizon de placement de 6 mois, mais globalement, lorsque l'on veut mettre un pied dans les marchés financiers, c'est un placement très court terme, certainement l'un des placements les plus court terme d'ailleurs de ce que vous pouvez retrouver en termes d'unité de compte. Et c'est bien pour ça qu'il est considéré comme prudent en termes de risque et qu'il bénéficie d'une note de 1 sur l'échelle SRI, qui est donc l'échelle de risque financier, et c'est la meilleure note en termes de risque. Maxime, on précise peut-être juste cette échelle de risque qui va de 1 à 7, pour avoir un ordre d'idée de... Exactement, c'est la meilleure note de 1 à 7. Donc c'est une échelle qui ressemble un peu à la notation germanique scolaire. Où 1 est la meilleure note. Et dernier point, le plus important peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce que rapporte cet investissement. Aujourd'hui, nous avons un taux de rendement actuariel, donc un rendement embarqué dans le portefeuille qui se situe légèrement au-dessus de 4% net de frais de gestion. Concrètement, ça veut dire que avec le paiement des coupons, donc les intérêts sur les emprunts que nous faisons dans notre fonds, si nous sommes remboursés à échéance comme nous l'espérons et comme c'est le cas en général, nous obtiendrons un rendement de 4,03% annualisé dans les prochaines semaines. Nous sommes d'autant plus confortables avec ce rendement actuellement qu'il y a un peu de stabilité sur les taux courts. La volatilité a largement
diminué par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2023. C'est pour ça que l'on pense que aujourd'hui, se tourner vers un produit comme ça est particulièrement pertinent, puisque, pour rappel, Christine Lagarde a parlé de ses premières baisses de taux attendues d'ici cet été, à comprendre pas avant le mois de juin. Je pense que vous avez une bonne idée maintenant avec ces quelques slides du fonds obligataire court terme. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour les fonds suivants. Edouard, qui est toujours là, il a coupé la caméra parce qu'on a un petit problème de connexion pendant ce webinaire. Donc, si par moment vous voyez que la caméra est désactivée, ne vous en faites pas. Nous sommes toujours là. Le son est toujours bon normalement. C'est uniquement parce qu'on a une connexion un petit peu capricieuse aujourd'hui. Voilà, c'est à Edouard de prendre le relais. Merci Maxime, merci Henri. Effectivement, si je coupe la caméra, c'est pas parce que j'ai pas envie qu'on me voit, mais pour éviter les coupures de son. Alors, Maxime l'a bien précisé, aujourd'hui les taux courts sont particulièrement attractifs et on pense que le fonds bond de ESG 6 mois a toute sa place dans une allocation, mais on estime aussi que les taux longs sont à des niveaux qui sont relativement attractifs. Et une manière de profiter de l'attractivité de ces taux longs, eh bien, c'est d'investir sur les fonds à échéance à yield. En l'occurrence, ici, on vous propose deux fonds, le fonds avec une échéance 2026 et un autre fonds avec une échéance 2028. Alors, je vais pas à chaque fois détailler ces deux fonds. L'idée, c'est que les deux fonds sont gérés de la même manière. C'est juste une question d'horizon de placement. Si vous avez un horizon de placement qui est un peu plus court, alors allez plutôt sur le fonds 2026. Si vous avez un horizon de placement plus long, allez sur le fonds 2028. Les fonds échéance à yield, on le vend en poupe. Clairement, on a vu énormément de sociétés lancer leurs fonds échéance depuis maintenant 2 ans, avec beaucoup de nouveaux acteurs sur le marché. Et ça, c'est un point qui est important pour nous, c'est qu'on a une longue expérience dans la gestion de ces fonds échéances-là, parce qu'on a commencé en 2012 et on a géré pas moins de 8 fonds jusqu'à aujourd'hui, dont les 2 dont on vous propose, dans lesquels on vous propose d'investir aujourd'hui, à savoir le Bond à Yield Opportunity 2026 et le Opportunity à Yield 2028. L'expérience, c'est important puisque ça nous permet d'optimiser au maximum la gestion, d'avoir fait face à des moments de marché bien différents et de pouvoir réagir en fonction des phases de marché et d'optimiser encore une fois la gestion, toujours dans l'idée d'optimiser la performance in fine de ces supports. Alors un fonds échéance, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? Eh bien déjà parce que ça vous offre en tant qu'investisseur une lisibilité et une visibilité qui sont pour moi aujourd'hui les gros atouts de ces fonds échéances-là et qui font qu'aujourd'hui ce sont vraiment des produits qui sont largement plébiscités par les investisseurs. Pourquoi ils offrent cette lisibilité, ou comment, je devrais dire plutôt, ils offrent cette lisibilité, cette visibilité? Premièrement, vous avez un horizon qui est fixe, c'est-à-dire que vous connaissez la date de l'horizon de placement lorsque vous investissez sur ces fonds-là. En l'occurrence ici, vous avez 2 horizons de placement possibles, un horizon à un peu plus de 2 ans, juin 2026, et un horizon à un peu plus de 4 ans, juin 2028. Donc vous avez un cadre qui est bien défini. Ce cadre, il est d'autant mieux défini que on est capable de vous donner une estimation du rendement du rendement annuel de ces produits-là au moment de votre souscription. C'est-à-dire que le rendement annuel, c'est une espérance de performance, hein, c'est pas du tout une performance qui est garantie, ça c'est important de le préciser, les rendements ne sont absolument pas garantis sur ces produits-là, hein. Il peut y avoir malheureusement des sociétés qui font faillite, et on y reviendra très rapidement par la suite, mais ça vous donne une espérance de performance et donc ça vous donne une idée globalement de ce que vous rapportera votre investissement si vous décidez de rester jusqu'à la maturité de ce fonds. Plus on s'approche de cette maturité-là, plus le risque dans les fonds vont diminuer et donc plus votre sensibilité à des fluctuations de marché va être faible. Et ça, c'est aussi un point important. Quand vous arrivez à la fin de votre horizon de placement, vous n'avez pas très envie qu'une grosse secousse de marché vous fasse perdre tout ce que vous avez gagné précédemment. C'est l'avantage de ces fonds-là, c'est qu'à mesure qu'on s'approche de leur maturité, eh bien, la sensibilité au marché diminue. La sensibilité au marché diminue, mais il y a un moment où elle est relativement importante et c'est grâce à ça qu'on arrive à offrir des rendements qui sont attractifs. Et il est important du coup de bien
gérer ces fonds, de bien gérer le risque à l'intérieur de ces fonds. Le risque principal étant le risque de faillite, hein. Comme ce que disait Maxime précédemment, on finance dans ces fonds l'économie réelle en investissant dans des sociétés, et non pas dans des États. On investit bien dans des sociétés qui sont internationales, qui sont pas du tout dans les pays émergents, hein. On reste vraiment dans la partie des pays développés, donc à la fois l'Europe et les États-Unis. Mais on investit dans des sociétés qui sont un peu plus risquées que sur le produit, l'unité de compte qui vous a été présentée précédemment par Maxime. On investit sur des sociétés qui ont des niveaux d'endettement qui sont un peu plus élevés et donc un risque de faillite qui est plus important. Et nous, notre travail au quotidien en tant que gérant, eh bien, c'est d'optimiser la gestion de en tout cas les investissements dans ces sociétés pour essayer d'investir dans des sociétés qui ne vont pas faire faillite. Malheureusement, de temps en temps, ça peut arriver, ça crée des pertes en capital et c'est là où la diversification est extrêmement importante. Plus on a un fonds qui est diversifié, c'est-à-dire que plus on investit dans un nombre important de sociétés, moins l'impact d'une faillite d'une société éventuelle dans le portefeuille sera fort sur la performance. Et c'est ça qui est extrêmement important pour nous, c'est de bien gérer la diversification tout en étant très sélectif dans les sociétés dans lesquelles on investit. Enfin, on a des arbitrages qui sont toujours possibles dans ces fonds-là, c'est-à-dire que l'idée quand même, quand on investit dans une société, c'est de porter les obligations jusqu'à leur échéance, jusqu'à leur maturité, mais de temps en temps, on peut se retrouver avec des sociétés qui ont un profil de risque qui évolue, parfois négativement, et on décide bien avant qu'elles fassent défaut, de s'en séparer pour réinvestir les liquidités dans d'autres sociétés, ou bien parfois le profil de risque diminue fortement, et donc du coup, on a très bien gagné notre vie, le potentiel de gain résiduel étant très faible, on préférera vendre les obligations de cette société-là, prendre nos profits et les redéployer dans d'autres sociétés. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pas parce que c'est un fonds de portage où l'idée, c'est vraiment d'engranger les intérêts tous les ans, un peu comme des rentes finalement. C'est d'engranger les intérêts tous les ans et d'être remboursé à la maturité d'une obligation. L'idée, c'est pas de fermer les yeux et de plus regarder la qualité des sociétés dans lesquelles on investit, mais c'est bien de les suivre au jour le jour pour s'assurer qu'elles maintiennent un profil de risque qui nous convient toujours et éviter au maximum les faillites. Enfin, ces fonds qu'on vous propose, ces fonds 2026 et 2028, ces fonds échéances, eh bien, vous offrent une liquidité qui est quotidienne. Vous avez la possibilité de rentrer dans ces fonds-là et d'en sortir du premier jour de leur vie au dernier jour de leur vie. Ça, c'est extrêmement important. Ça vous offre le maximum de flexibilité en fonction de vos besoins d'épargne ou de vos besoins de liquidité. Donc clairement, on a une offre qui est très claire, qui est très lisible. On l'a marqué sur la droite de cette slide, qui offre un cadre qui est relativement rassurant pour les investisseurs. Il est rassurant et ce genre de fonds est très complémentaire dans une allocation. Je le disais en introduction, c'est complémentaire de l'unité de compte qui a été proposée par Maxime précédemment, qui vient plutôt s'appuyer sur l'attractivité des taux courts. Nous, sur ce genre de produit, on va plutôt s'appuyer sur des taux longs et on va essayer de cristalliser finalement les conditions de marché aujourd'hui et de se dire aujourd'hui elles sont attractives. Je ne sais pas où seront les taux d'État demain, je ne sais pas comment elles évolueront, donc je veux cristalliser ça et je veux pouvoir garder ces conditions attractives pendant les 4 prochaines années, et c'est ce qui permet de faire ce genre de produit. C'est un produit qui vous offre des rendements qui sont intéressants et qui reste beaucoup moins volatile que des fonds actions. Ça, c'est vraiment intéressant aussi dans une allocation. Et enfin, on a un surcroît de rendement par rapport au fonds euro. Donc, ça vient un peu booster le rendement de votre épargne et c'est extrêmement complémentaire des produits structurés. Alors, pourquoi choisir nos fonds chez Swiss Life Asset Managers et en particulier le fonds Bond Yield Opportunity 2026 et Opportunity Yield 2028? Eh bien, comme je le disais, ce sont des fonds qui sont complètement ouvert, qui vous offre une liquidité quotidienne. Vous avez la possibilité de rentrer et de sortir quand vous voulez jusqu'à l'échéance. Ça, c'est un point important. C'est pas le cas dans toutes les sociétés de gestion, donc ça vous offre le maximum de flexibilité. On a essayé c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on optimise la gestion de nos fonds aussi en incluant quelques exclusions. On exclut complètement les dettes financières émises par des banques ou des assurances dans ce produit. On exclut les sociétés qui sont dans le domaine de la production de pétrole et de gaz. Et enfin, je le disais aussi précédemment, on exclut complètement les sociétés qui sont implantées dans des pays émergents. Tout ça dans l'idée de gérer au maximum et le mieux possible le risque de faillite d'une d'entre elles.
Pour gérer le risque de faillite d'une d'entre elles, eh bien, on s'appuie sur une analyse très approfondie des sociétés dans lesquelles on investit. Les sociétés dans lesquelles on investit peuvent être sont assez connues de nous tous. Hein. On investit dans des sociétés comme Picard, comme Loxam, comme Kiloutou, comme Avis. Donc, ce sont des sociétés qui ont pignon sur rue. Hein. Et c'est important de bien suivre la qualité de ces sociétés-là, la qualité financière et leur solidité financière par une analyse très régulière pour s'assurer bien qu'elles prennent le bon chemin et qu'on évite encore une fois une éventuelle faillite. Pour ça, on est une équipe de 5 personnes à Paris et on a plus de 10 ans d'expérience dans cette gestion-là. Donc du coup, on a quand même un certain recul quant à l'évolution de la qualité des sociétés dans n'importe quelle condition de marché. Et pour terminer, je vais conclure sur probablement le point le plus important, c'est qu'est-ce que rapportent les fonds aujourd'hui au moment où on se parle. Eh bien, nos 2 fonds rapportent entre 5 et quasiment 5,5% de rendement net de frais de gestion. Ça, c'est important, net de frais de gestion de la société, brut de frais du contrat. Du coup, ça vous, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça vous donne un réel boost par rapport au fonds euro. Ça vous donne c'est très complémentaire du fonds présenté par Maxime précédemment, en vous donnant un petit peu plus de rendement, tout en ayant une gestion qui est extrêmement centrée sur le risque pour éviter de diluer, d'avoir un impact de performance trop négatif en cas de faillite d'une des sociétés. Ici, quelques caractéristiques du fonds. Je vais pas détailler cette slide. Je vous dirai juste que les parts qui sont référencées ici chez placementdirect.fr sont sur le fonds 2026, la part R qui capitalise avec le code ISIN qui se termine par 1571 et sur le fonds Opportunity Rate 2028, il s'agit de la part P qui capitalise qui a le code ISIN qui se termine par 2418 si je lis bien. Merci Edouard. Juste en complément, peut-être avant de passer aux questions-réponses, je voulais peut-être évoquer une question personnelle avant de passer aux questions des gens qui ont participé au webinaire. Edouard, il y a combien de lignes à peu près en moyenne dans les fonds que vous nous présentez? C'est une bonne question et ça va très bien illustrer la diversification. On a sur le fonds 2026, qui est un fonds qui a le plus gros encours entre les 2 fonds, et on a à peu près 180 lignes dans le portefeuille. Sur le fonds 2028, qui est un tout petit peu plus petit, hein, mais qui fait quand même 200 millions d'euros d'encours sous gestion, on est à peu près à 120 lignes à l'heure où on se parle. Donc voilà, une diversification qui est forte. Très bien. Et donc, juste avant également, ces fonds sont référencés chez placementdirect.fr sur nos contrats assurés par Swiss Life. Et les contrats assurés par Swiss Life, que ce soit le PER, l'assurance vie, également sur le contrat Generali pour le 2026, retiennent entre 0,5 et 0,6% de frais annuels de gestion sur le contrat. Donc, aux chiffres d'espérance de rentabilité qui nous ont été présentés, si tout se passe bien, il ne faut pas oublier, comme le disait Edouard, de retirer les frais de gestion du contrat, mais qui sont très compétitifs chez un acteur comme placementdirect.fr. Voilà. Alors, c'est la partie questions-réponses. Maintenant, je sais que vous êtes toujours très nombreux à attendre cette partie-là et avec impatience. On a donc sélectionné 10 ou 12 questions, je ne sais plus exactement, qui nous ont été posées lors de votre inscription. Comme toujours, il y a peut-être des questions auxquelles on n'aura pas répondu, donc on reviendra vers vous dans les prochains jours par mail si besoin. N'hésitez pas également à nous mettre également des commentaires pendant la diffusion de ce webinaire si vous avez des recommandations, des idées de sujets pour de prochains webinaires. Comme à chaque fois, c'est ouvert, n'hésitez pas à le faire savoir. Allez, on débute avec une première question de Sophie. C'est une question pour Maxime, me semble-t-il. Sophie nous demande pourquoi les taux à court terme sont-ils plus élevés qu'à long terme. C'est vrai que ça, c'est un petit peu particulier quand même. C'est vrai que c'est un phénomène totalement inédit, hein, puisque normalement, dans la conception financière classique, plus longtemps on prête, plus il y a de risques. Donc, il faut rémunérer ce risque et donc avoir des intérêts supérieurs. Là, on est vraiment sur un phénomène particulier, puisqu'il y a eu de l'inflation assez forte ces dernières années. Le régulateur, les banques centrales, les pouvoirs politiques ont voulu agir sur cette inflation en montant les taux, justement pour limiter indirectement la consommation et donc limiter l'inflation. Donc on se retrouve dans une phase un peu spéciale, effectivement, où on a des taux courts très élevés. Donc c'est les chiffres qu'on a évoqués, autour de 4%, alors que les taux longs, donc la dette d'État par exemple française, 10 ans, qui est autour de 2,8%. Si on prolonge un peu la question, est-ce que ça va durer ?
je pense que ça va durer tant que on est dans un schéma où il y a de l'inflation. Et d'après les discours qu'on a eus des banquiers centraux, ça devrait durer encore un peu pour 2024, mais 2024 devrait marquer le début de l'inversion de ce phénomène. Donc, on n'est pas garanti qu'on sera de nouveau dans un contexte plus normal avec une courbe pentue dès la fin 2024, mais en tout cas, cette anomalie, si on peut dire ça comme ça, devrait se calmer cette année. C'est pour ça qu'on pense qu'actuellement, le moment est plutôt opportun pour profiter de ce plateau qu'on a actuellement sur les taux courts élevés en ce début d'année. Je compléterai, si tu me permets, Maxime, en disant que généralement sur les marchés, quand les taux courts sont plus élevés que les taux longs, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un signe précurseur de récession économique. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation particulière parce que si on regarde le marché des actions, on voit qu'on a des valorisations qui sont plutôt élevées et donc la récession est relativement peu probable. Et donc, comme le disait Maxime, ces taux courts qui sont plus attractifs que les taux longs sont vraiment liés au fait que les banquiers centraux ont monté les taux courts pour faire face à l'inflation. Et en fait, ce qu'on observe dans le même temps, c'est que l'économie mondiale se maintient plutôt bien et donc les risques de récession sont en train de diminuer. Et c'est aussi un élément qui nous fait croire que 2024 sera un point d'inflexion sur les courbes des taux parce qu'on envisage que si récession il y a, elle soit très 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 modérée et du coup on va avoir une désinversion de la courbe des taux avec des taux longs qui devraient être supérieurs aux taux courts et donc il est important de pouvoir profiter de ces taux courts élevés notamment via le fonds bond G6 mois. Pardon. Très bien, merci messieurs. On passe à la question suivante pour Edouard. Une question de Jean-Pierre qui nous demande pourquoi aller sur du high yield, alors du haut rendement, alors que les obligations IG, donc investment grade, les obligations les mieux notées à court terme, sont déjà rémunératrices. Donc pourquoi prendre du risque quelque part ? Effectivement, on peut se poser la question. Moi, je pense que faut pas opposer les deux. Au contraire, et c'est ce qu'on vient de faire pendant ce webinaire, ou c'est ce qu'on est en train de faire pendant ce webinaire. On est en train d'expliquer que à la fois les obligations IG à court terme sont intéressantes, notamment via certains supports, via certaines UC. Mais les obligations à yield le sont aussi. Elles le sont aussi pourquoi ? Parce que, comme je le disais juste avant, on n'anticipe pas de grosses récessions, on n'anticipe pas de pic de faillite de la part des sociétés dans lesquelles on investit. Ça, c'est un point extrêmement important. On estime que les sociétés vont plutôt bien passer cette période d'inflation élevée et de baisse de l'inflation. Et donc, du coup, on a des rendements qui sont attractifs, qui offrent, on le voyait tout à l'heure, 1%, 1,5%, 2% de plus que le fonds euro, que des obligations investment grade. Et donc, du coup, ça vaut le coup aujourd'hui, d'aller saisir ce surplus de rendement via les obligations de rendement et surtout via les fonds échéances. Pourquoi ? Parce que les fonds échéances, comme je l'évoquais, permettent de cristalliser les conditions de marché et permettent du coup de garder ce rendement pendant toute la durée de vie du portefeuille. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on a un marché qui est attractif, autant aller cristalliser les conditions de marché aujourd'hui, autant en profiter. Donc clairement, on pense que les obligations à yield ont encore du potentiel pour s'apprécier et pour délivrer de la performance, et qu'elles sont très complémentaires des obligations investment grade. Très bien, merci Edouard. Alors une question de Cyril à laquelle je vais répondre. Quelle est la fiscalité sur les intérêts délivrés et comptes à terme ? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez facile à comprendre. Vous avez une fiscalité, c'est la flat tax de 30% qui s'applique sur la rémunération que vous pouvez anticiper de vos livrets et comptes à terme. Donc, il faut retirer 30% au rendement qui est affiché. Le 30%, donc c'est 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8 de prélèvements forfaitaires. Voilà, alors vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu si c'est plus avantageux pour vous, ça c'est du cas par cas, mais d'une façon générale, il faut retenir que c'est 30% sur la fiscalité des intérêts qui vous sont servis. Allez, une question de Valérie, de nouveau pour Maxime. Quels sont les moteurs de performance des fonds obligataires de court terme ? Alors, on peut décomposer la performance et donc les moteurs de performance en deux catégories. Il y en a une qu'on a déjà évoquée assez largement, c'est la partie taux, donc qui est la base, on va dire, notamment le taux sans risque, qui correspond plutôt ici au taux de dépôt de la BCE ou au taux interbancaire une journée. Donc c'est la référence de base pour les rendements des obligations court terme qu'on va avoir dans notre portefeuille.
Ensuite, il faut ajouter une prime de risque qui est liée à la qualité de l'émetteur à qui on va prêter de l'argent. C'est vrai que j'ai peut-être pas beaucoup insisté dans la première partie sur ce point-là. Nous prêtons exclusivement à des entreprises de bonne qualité de crédit, donc qui vont proposer une prime supérieure, par exemple, aux États, mais inférieure à des émetteurs à yield que vous allez retrouver dans les fonds d'Edouard. Et donc, c'est cette partie-là sur laquelle nous allons essayer de capter un surplus de performance par rapport au taux sans risque. Pour vous donner un ordre d'idée, on a des indices que l'on suit, notamment l'indice 1-3 ans des entreprises qui émettent de la dette en euros. Sur cet indice-là, les entreprises, à proprement parler, donc on va parler plutôt ici des entreprises industrielles, proposent une prime par rapport au taux sans risque d'environ 0,8%, donc 80 points de base. Et les banques qui ont vraiment beaucoup de besoins sur cette partie-là de la courbe, donc sur la partie courte 1-3 ans, proposent environ 50 points de base supplémentaires encore, donc environ 1,3% de prime par rapport au taux sans risque. Et c'est particulièrement intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a une prime dès la partie courte de la courbe sur laquelle nous sommes investis pour la qualité de la signature, des fondamentaux, et finalement, on peut estimer ça comme la capacité de l'entreprise à nous rembourser dans le futur. Très bien, merci Maxime. Allez, une question de Laurent L, parce que je crois qu'on a deux Laurent qui nous ont posé des questions. Donc c'est Laurent L qui nous demande, c'est une question pour Edouard, est-il encore temps de se positionner sur les fonds échéances après les belles performances de 2023? C'est vrai qu'en 2023, ça a été une des stars de la gestion, ont été les fonds à échéance. Donc est-ce qu'il y a encore du potentiel? Effectivement, les fonds à échéance sont particulièrement bien performés en 2023. Vous avez raison de le noter, Laurent. Et on pense que ça va continuer. Comme on l'évoquait aujourd'hui, les conditions de marché sont relativement attractives. Les rendements offerts par le marché à yield restent attractifs, malgré le fait qu'ils aient baissé cette dernière année, évidemment, vu les performances. En revanche, ce qu'on pense, c'est qu'à aujourd'hui, il y a encore de la valeur dans ces obligations-là. Et encore une fois, il est intéressant de pouvoir garder cette valeur-là pendant toute la durée du placement, dans les 2 ou les 4 ans en fonction du fonds que vous choisissez. Donc oui, on pense que les fonds échéances sont une extrêmement bonne solution dans une allocation aujourd'hui, puisqu'elles permettent de figer les conditions de marché et de profiter des rendements attractifs qui sont de 5,35% net de frais de gestion sur notre fonds 2026 et 5,11% net de frais de gestion sur notre fonds à horizon 2028. Très bien, merci Edouard. Une question de Xavier, pour moi. Comment investir dans des titres obligataires en direct avec mon contrat d'assurance vie? La réponse est assez facile puisque c'est pas possible de le faire. Vous pouvez le faire sur des titres vifs en actions. D'ailleurs, notre contrat placement direct vie propose d'investir dans 300 titres vifs actions, que ce soit des actions européennes, américaines et même asiatiques, ce qui est une petite particularité de ce contrat. Notre contrat avec Generali propose également des actions en direct, mais les titres obligataires en direct, c'est pas possible sur des contrats en tout cas français. Ça peut l'être parfois sur des contrats luxembourgeois, sur des grosses lignes et sur des tickets d'entrée un petit peu élevés. Mais c'est quelque chose qui est très peu courant et en tout cas sur les contrats classiques de droit français, c'est quelque chose que l'on ne voit pas aujourd'hui et qui n'est pas encore mature pour être proposé demain, à mon avis. Le problème, en fait, quand on investit sur une obligation, c'est que le montant minimum pour pouvoir acheter une obligation sur le marché, c'est 100 000 euros. Donc, en fait, il faut une surface financière extrêmement importante pour pouvoir investir sur les obligations en direct, pour avoir un portefeuille relativement diversifié. Alors que sur une action, on peut investir 1 euro ou 2 euros sur des actions. Sur les obligations, c'est pas possible. C'est 100 000 euros le ticket minimum sur chacune des obligations dans lesquelles on veut investir. Donc, encore une fois, ça rend les choses beaucoup plus difficiles à rendre accessibles aux particuliers en ligne directe. Exactement. Et c'est pour ça que les contrats luxembourgeois qui sont plus haut de gamme de construction le proposent plus facilement avec des souplesses aussi en termes de régulation qui permettent de faire plus de choses en termes d'allocation d'actifs. Alors, question suivante de Laurent. Une question pour Maxime. Faut-il plutôt privilégier les durations longues en prévision d'une baisse des taux? Alors voilà, on sait bien que la sensibilité d'une obligation, quelque part, va jouer avec la maturité de celle-ci. Plus l'obligation est longue, plus elle sera sensible à l'évolution des taux. Est-ce que justement, si on anticipe une baisse des taux, faut se positionner un petit peu plus long qu'on ne l'aurait pensé peut-être? Oui, Edouard a évoqué ce concept de sensibilité. Donc c'est vrai que lorsque l'on prend plus de risques en termes de durée
de placement, on peut aller sur des durations plus longues et donc, on peut dire entre guillemets, verrouiller un taux d'intérêt sur le plus long terme. Et donc limiter ce risque de réinvestissement qu'on a sur le court terme. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt est-ce qu'il va y avoir une baisse plus forte que ce qui est déjà anticipé par les marchés? Puisque là, ce qu'on a évoqué aujourd'hui, donc une éventuelle baisse des taux directeurs qui commencerait en 2024, est déjà largement anticipée par les marchés. C'est bien pour ça, et on l'a vu, que ce soit avec vos placements bancaires ou on l'a vu avec le bon du Trésor français, c'est qu'ils sont déjà largement en dessous des rendements proposés sur le court terme, que ce soit sur le fonds Bontisem ou même sur les fonds à yield de échéance 26-28. Donc, la réponse, je dirais oui, si, à plusieurs conditions. Si vous avez déjà un horizon de placement bien plus long que 6 mois ou 1 an ou même 2 à 4 ans comme les fonds qu'on a pu vous proposer. Si vous êtes peu sensible à la volatilité des marchés financiers aussi, parce que cette sensibilité au taux va générer de la volatilité dans la valeur des actifs. C'est d'ailleurs ce que nous, on essaye un peu de contrer en proposant des placements court terme, puisqu'on a une volatilité, je le rappelle, inférieure à 0,3%, là où les obligations d'État plus longues ont eu une volatilité très importante, notamment en 2022, où elles ont perdu plus de 15%. Donc il faut être prêt à avoir cette volatilité-là et être prêt à attendre, justement, pour pouvoir être remboursé ou pouvoir sortir sur des niveaux de valeur des actifs intéressants. Donc je pense qu'il faut être précautionneux si on veut faire cet investissement-là. Très bien. Merci Maxime. Alors Edouard, une question de Stéphane. Dans quelle mesure les fonds obligataires datés sont-ils sensibles à l'évolution des taux? Donc on en parle de façon un petit peu différente, mais c'est peu ou prou la même question presque qu'avant. Oui, effectivement. Alors, ils le sont de fait parce qu'ils sont investis dans des obligations qui ont des maturités entre 2 et 4 ans, on va dire. Donc, effectivement, si les taux montent, eh bien, les obligations vont avoir un prix qui va baisser et donc, du coup, ils vont avoir une certaine sensibilité. De même, si les taux baissent, ils vont avoir les prix des obligations vont monter. Mais ça, c'est dans l'optique où on se place pour un investissement qui ne serait pas jusqu'à l'échéance du fonds. À partir du moment où on reste jusqu'à l'échéance du fonds, en fait, il y a un point qui est extrêmement important sur les obligations, c'est qu'on connaît exactement le prix de remboursement d'une obligation, qui est de 100, qui est le pair. Et du coup, quelle que soit l'évolution des taux pendant la durée de vie de cette obligation, ça va générer de la volatilité, mais à partir du moment où la société ne fait pas faillite, ça ne remettra pas en cause le prix de remboursement de cette obligation. Le prix de remboursement ne va pas bouger. Du coup, si vous rentrez dans un fonds à échéance à yield, et si vous restez jusqu'à son échéance, vous serez sensible au taux effectivement pendant la durée de vie de votre placement, mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave, parce que le but, c'est que vous restiez avec nous et que vous restiez investi jusqu'à l'échéance du fonds, et là, vous savez quel sera votre remboursement, et donc vous aurez le rendement qu'on vous aura communiqué au moment de votre investissement. Donc oui, on est sensible, mais cette sensibilité, justement, de par la structure des fonds, on essaye de s'en séparer en vous proposant de rester jusqu'à l'échéance du fonds, au moment où le fonds ferme, et donc du coup de connaître exactement les prix de remboursement des obligations à ce moment-là. Merci Edouard. Une question de Daniel pour moi. À quel rendement faut-il s'attendre sur le fonds euro dans les prochaines années? Alors bon, on a vu que le rendement était orienté à la hausse. Si les conditions de marché restent peu ou prou équivalentes, on anticipe de toute façon que les assureurs continuent à faire progresser le rendement de leur fonds en euros l'année prochaine. Les réserves de rendement aideront. Vous savez que les assureurs, ce qui a sauvé le fonds euro pendant des années, c'est que un assureur détient ses titres obligataires en direct, très très peu via des OPC. Et les assureurs lorsqu'il y a des cessions obligataires en direct, l'assureur ne peut pas se servir de la plus-value obligataire pour alimenter le rendement. Cette plus-value obligataire va alimenter une réserve de capitalisation. Donc ça a permis énormément de soutenir le rendement du fonds euro en phase de baisse des taux. Et bien sûr, en phase de hausse des taux, c'est un petit peu plus lent à repartir pour le même principe. Mais la tendance est haussière. Les réserves qui ont été constituées en moyenne sur le marché, on est entre 4 et 5% de réserves de rendement selon les acteurs. Donc c'est quand même très considérable. Donc on est relativement serein sur le sens de l'histoire, toutes choses égales par ailleurs. Mais vous donner un chiffre pour 2024 ou 2025 serait quand même très difficile. Mais en tout cas, la tendance haussière est engagée et tant mieux que ce soit le retour du fonds euro, puisque c'est quand même l'élément central, l'élément cœur d'un contrat d'assurance vie qui a fait son succès pendant des années. Donc on ne peut que s'en réjouir.
Allez, Jérôme qui pose une question de nouveau à Edouard. Que deviennent les fonds à échéance? Voilà, une fois l'échéance atteinte, alors qu'est-ce qui se passe? Et bien, une fois l'échéance atteinte, le fonds ferme, le fonds n'existe plus, les codis n'existent plus, et on vous rembourse votre argent avec votre capital, vos plus-values, on espère, c'est le but. Donc en fait, vous retrouvez votre argent sur sur le compte de votre support, donc le fonds n'existe plus. Ça, c'est un point important. Et je vous disais précédemment que les fonds offraient une liquidité quotidienne, c'est-à-dire que si vous avez malheureusement pas la possibilité ou vous avez besoin de vos liquidités avant l'échéance du fonds, ce qui peut arriver, on vous permet de sortir par anticipation de ce fonds-là. La seule chose qu'on vous demande, c'est un système protecteur pour les porteurs, et bien c'est de payer 1% de frais de rachat qui sont acquis au fonds, et je précise bien qu'ils sont acquis au fonds, pour permettre de payer les coûts de liquidité, parce qu'en face d'une sortie, nous, on doit vendre des obligations. Vendre des obligations, ça a un coût. Les coûts de vente sont à peu près de 1% sur les obligations à haut rendement. Et donc, ce qu'on demande, c'est qu'afin d'éviter que ce soit les porteurs restants dans le fonds qui payent la sortie d'un des porteurs, eh bien, on demande à celui qui sort d'injecter ce pourcent de frais de liquidité au sein du fonds pour protéger les porteurs restants. Donc voilà, vous avez toute flexibilité et évidemment, à l'échéance du fonds, le fonds n'existera plus et vous êtes remboursé. Est-ce qu'il peut arriver, Edouard, que le fonds soit prolongé? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut voir? Alors on peut le voir, oui. On le voit beaucoup, on l'a beaucoup vu par le passé. Chez nous, très peu. On a eu juste un seul et unique fonds qui a été prolongé. C'est un fonds qui est arrivé à maturité en 2023, qu'on a justement prolongé en 2028. C'est notre fameux fonds Opportunity Yield 2028. C'était un cas vraiment spécial parce qu'on était en 2022. Il y avait eu forcément la hausse des taux qui avait été extrêmement importante. Et du coup, on se retrouvait avec des rendements sur notre fonds Feu 2023 qui étaient extrêmement faibles, alors qu'on avait des rendements sur des papiers 2028 qui étaient extrêmement attractifs. Donc, du coup, on a proposé à nos investisseurs de proroger la maturité de ce fonds-là en leur disant, écoutez, il y a une super opportunité sur le marché, restez avec nous 50 plus, et vous verrez, on fera une performance qui sera plutôt agréable. Et d'ailleurs, on a eu plus de 80% de succès, enfin, en tout cas, plus de 80% des clients investis dans le fonds nous ont suivis. Donc oui, ça peut arriver qu'il soit prorogé. D'ailleurs, ça peut même arriver que de notre fait, on décide aussi de fermer un fonds par anticipation. C'est arrivé sur notre premier fonds échéance qu'on avait lancé en 2012, qui avait une maturité en 2017 et qu'on a décidé de clôturer en 2014 parce qu'en fait, en 2 ans, on avait fait la performance qu'on voulait faire au bout de 5 ans. On avait fait 28% de performance nette. Et donc, du coup, on était bien au-delà. Enfin, on était à l'objectif qu'on avait fait. Et donc, on avait peur que les marchés se retournent et que finalement, les clients perdent toute la performance qu'on avait engrangée pendant les 2 premières années. Donc, on a préféré clôturer le fonds, les transformer en fonds monétaires en leur disant, voilà, aujourd'hui, sur le marché à yield, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Faites autre chose avec vos liquidités et on viendra vous revoir quand le marché à yield sera de nouveau attractif. Donc voilà, on est assez flexible dans notre manière de gérer les choses, mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir un placement qui aille jusqu'à la fin de sa vie au maximum. Très bien. Merci. Peut-être une petite précision sur la question-là, parce que dans le titre du fonds Bond de ESG 6 mois, on parle de 6 mois, donc ce n'est pas une échéance, c'est un horizon de placement recommandé, puisqu'on pense que si les conditions de marché sont parfois plus perturbées, plus turbulentes, il faut 6 mois pour être sûr de récupérer la valeur de ses actifs. Donc c'est ce qu'on préconise, mais c'est pas du tout une échéance. Nous, le fonds est ouvert, il est géré depuis quasiment une dizaine d'années de cette façon-là. Donc on peut être investi pour 6 mois ou plus si envie. Bien sûr, oui, tout à fait. Ce sont deux logiques séparées, on a bien compris. Allez, une dernière question, je crois, une question de Marcos, qui comprend très bien, alors tant mieux, l'intérêt que représente actuellement la classe d'actifs obligataires, mais justement, à quel moment faudra-t-il en sortir? Quels sont peut-être les signaux qu'il faut avoir en tête pour se dire c'est le moment de partir? Alors, dans la conception financière, on a parlé un peu des assureurs, c'est vrai qu'on a envie de dire jamais, parce que la classe d'actifs obligataires est très profonde, offre beaucoup d'opportunités, des revenus récurrents grâce aux intérêts des obligations. Donc ça, c'est notamment vrai pour les investisseurs institutionnels qui doivent délivrer, comme pour par exemple leur fonds euro, des intérêts. Après, pour d'autres types de clients, c'est vrai que ça se discute. Et je vais répondre un peu en regardant ce qui s'est passé dans le rétroviseur. Depuis 2015, on était dans un environnement de taux négatifs. C'est vrai qu'on avait un peu perdu les investisseurs particuliers, certains allocataires d'actifs sur l'obligataire, parce que face à la concurrence, notamment de produits bancaires qui, eux, ne sont jamais allés dans le négatif,
des obligations, même courtes ou de très bonne qualité, avaient des rendements négatifs. Et donc là, ça devenait moins intéressant. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec des taux à 4%, on est loin de ce passage-là pour l'instant. Et même si l'on regarde les prévisions de marché, on a encore quand même de beaux mois à venir sur la classe d'actifs obligataires avant de revoir pointer le zéro absolu sur ces titres-là. Donc, on a encore un petit peu de temps normalement. Ok. Absolument. Très bien. Eh bien, je crois que c'était le mot de la fin. Maxime, exactement. Bon, merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Henri pour ce webinaire. J'espère qu'on a été complet dans cette présentation, dans ces questions-réponses. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à nous mettre encore une fois des commentaires. Vous pourrez retrouver ce webinaire, cette présentation en replay dans les prochains jours. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des likes, des pouces, à faire des commentaires. Et puis, on reviendra dans 2 ou 3 mois certainement avec une autre idée de webinaire à vous présenter. Bon, on ne vous en dit pas plus pour le moment. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.